Mon mari m'a cruellement forcé à hafter de mon bébé de 8 mois pour la moelle de sa maîtresse. Le jour de leur mariage, le médecin a révélé sa fausse maladie. Fou de rage, il a transformé leur cérémonie en un chaos total. Nathalie, est-ce que le petit se tient sage aujourd'hui et ne te donne pas trop de coups de pied? Clément Dubois enroula doucement ses bras autour de moi par derrière, posant son menton sur mon épaule. Son souffle chaud effleura mon cou, et sa grande main caressa délicatement mon ventre de femme enceinte de 8 mois, comme s'il touchait un trésor inestimable. Le bébé à l'intérieur sembla sentir la proximité de son père et donna joyeusement un coup de pied, laissant la forme d'une petite empreinte sur mon ventre. « Regarde, il te dit bonjour », dis-je en souriant, tournant la tête pour déposer un baiser sur ses lèvres chaudes. Il a été particulièrement sage aujourd'hui, j'ai pu finir de préparer le dîner en paix. Merci, mon cœur. Bon garçon. La voix de Clément portait un soupir de satisfaction. Il me fit pivoter, nos fronts se touchant, nos nez s'effleurant doucement. L'affection profonde dans ses yeux faillit me noyer. Dans la cuisine, le ragoût de bœuf mijotait dans la cocotte, son arôme riche emplissant toute la maison. Sur la table à manger, quelques accompagnements savoureux et une soupe de palourde crémeuse étaient déjà disposés. C'étaient tous les plats préférés de Clément. Marié depuis 3 ans, c'était le moment le plus heureux de ma vie. Notre amour avait enfin porté ses fruits. L'homme que j'aimais profondément était à mes côtés. Une famille chaleureuse de 3 personnes était sur le point de voir le jour. J'imaginais joyeusement l'avenir, songeant aux tentatives maladroites de Clément pour changer les couches après la naissance du bébé. Va te laver les mains et prépare-toi à manger. Je le repoussai doucement et apportai le dernier plat à table. Oui, madame, ma charmante épouse. Il sourit, m'embrassa sur la joue et se dirigea vers la salle de bain, mais cette atmosphère chaleureuse ne dura pas longtemps à table. Clément semblait distrait. Il jetait constamment des regards à son téléphone portable, les sourcils légèrement froncés, comme s'il attendait un message important. L'écran s'allumait encore et encore, mais il l'éteignait à chaque fois. Clément, y a-t-il une urgence à l'entreprise? Je plaçai un morceau de carotte glacée au miel dans son assiette et demandai avec inquiétude. Non, ce n'est rien. Il força un sourire, ses yeux évitant les miens. Juste quelques affaires triviales de l'entreprise. Rien de grave. Mange. Il baissa la tête et prit quelques bouchées, mais ses sourcils froncés trahissaient l'anxiété dans son cœur. Un très léger sentiment de perte s'éleva en moi, presque imperceptible. Au 3e trimestre de la grossesse, mes hormones rendaient mes émotions inhabituellement sensibles. La moindre bizarrerie de mon mari suffisait à créer des vagues dans mon cœur. Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas me dire? Je posai ma fourchette et demandai doucement. Nous sommes mari et femme. Qu'y a-t-il que nous ne puissions pas partager? Ce n'est vraiment rien, Nathalie. Il leva les yeux, saisit ma main et dit doucement, ta mission la plus importante en ce moment est de bien prendre soin de toi et du bébé. Ne réfléchis pas trop. Tiens, prends encore un peu de soupe. C'est la soupe d'amour faite par ma belle épouse. C'est délicieux. Il me servit un bol de soupe. Ses mouvements étaient pleins d'attention. Pourtant, au milieu de cette douceur, je sentis un voile invisible nous séparer. Juste à ce moment, son iPhone vibra violemment à nouveau. Cette fois, il ne l'ignora pas. Il attrapa le téléphone, se leva brusquement, se dirigea rapidement vers la terrasse et ferma la porte vitrée. Je regardais son dos pressé, le malaise dans mon cœur s'intensifiant. À travers la vitre, je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je vis la couleur quitter son visage, remplacée par une panique et une terreur que je n'avais jamais vues auparavant. Quelques minutes plus tard, il ouvrit la porte de la terrasse et entra, incapable de cacher son air affolé. Nathalie, je dois partir tout de suite. Il attrapa son manteau sur le canapé, sa voix tremblante. Qu'est-ce qui s'est passé? Je tins mon ventre et luttai pour me lever. Il évita mes yeux, ses lèvres bougeant plusieurs fois avant qu'il ne parvienne à articuler quelques mots. Olivia. Olivia est dans un état critique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le nom d'Olivia Valois perça mon cœur comme une aiguille glacée. Elle était l'amour de lycée de Clément, celle qui lui avait échappé, la cicatrice inguérissable profondément gravée dans notre mariage. Avant même que je puisse réagir, Clément s'était déjà précipité vers la porte. Il ne prit même pas le temps de mettre correctement ses chaussures avant d'ouvrir la porte d'entrée. Clément,
l'appelai-je, un ton suppliant dans ma voix. Tu n'as même pas fini ton dîner. Il tourna la tête et me regarda avec des yeux complexes. Dans ce regard, il y avait de la culpabilité, de l'anxiété et une pointe de détermination que je ne pouvais pas déchiffrer. Nathalie, je suis désolé. Après avoir dit cela, il disparut par la porte, ne laissant derrière lui que le bruit sourd de la porte qui se ferme et l'arôme persistant du repas inachevé dans la pièce. Je restai figé sur place, regardant la nourriture qui refroidissait sur la table, les larmes coulant incontrôlablement sur mes joues. Le bébé dans mon ventre me donna un autre coup de pied, comme pour essayer de me réconforter. Je frottais doucement mon ventre au héron, mon cœur se glaçant de seconde en seconde. Non, je ne pouvais pas rester assise là. Je connaissais Clément. C'était un homme profondément émotif, surtout en ce qui concernait Olivia Valois. Cette affection était pratiquement son talon d'Achille. Mais à quel point l'état d'Olivia était-il grave pour lui faire perdre son sang-froid de cette manière? J'essuyai mes larmes, attrapai mon téléphone et commandai un Uber. Quoi qu'il arrive, je devais aller à l'hôpital et voir la situation de mes propres yeux. J'étais sa femme. Je ne pouvais pas laisser mon mari affronter cela seul. L'Uber filait dans la nuit parisienne, les néons des Champs-Élysées et des grands boulevards projetant des ombres vacillantes sur mon visage. Je me répétais sans cesse de rester calme, de faire confiance à Clément. Mais la voix anxieuse en moi devenait de plus en plus forte. J'avais le pressentiment que cette nuit, quelque chose allait changer pour toujours. L'air de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière était imprégné d'une odeur d'eau de javel et de désinfectant, si épaisse qu'elle rendait la respiration difficile. Me soutenant le bas du dos d'une main, je traversai péniblement le hall. L'infirmière à la réception m'indiqua que l'unité de soins intensifs se trouvait au 7e étage. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, un souffle d'air conditionné froid me frappa le visage. Le couloir de l'USI était plus long et plus silencieux que je ne l'avais imaginé. Les néons blancs et froids étiraient les ombres des gens en longues lignes minces. À chaque pas, j'entendais clairement mon propre rythme cardiaque lourd résonner dans le couloir vide. De loin, je vis Clément. Il se tenait seul devant les portes vitrées hermétiquement fermées de l'USI. Sa grande silhouette droite dégageait une solitude indescriptible. À côté de lui se tenait une femme élégante d'âge moyen. Je la reconnus. C'était Madame Valois, la mère d'Olivia. Je ralentis le pas, mon instinct me disant de me cacher. Je ne savais pas comment affronter cette scène, ni si ma présence apporterait du réconfort ou rendrait simplement tout plus chaotique. Au moment où j'hésitais, je vis Madame Valois tendre soudainement la main et agripper fermement le bras de Clément. Je me retournai immédiatement et me cachai au bout du couloir, derrière les portes coupe-feu de la cage d'escalier. Je pouvais voir clairement chaque expression sur leur visage. Les yeux de Madame Valois étaient rouges et gonflés. Il était évident qu'elle avait pleuré. Son visage bien entretenu était rempli de chagrin et de désespoir. Sa voix n'était pas forte, mais c'était comme un couteau empoisonné, chaque mot poignardant avec précision le point faible de Clément. « Clément, je t'en supplie. Je t'en supplie vraiment. » Sa voix tremblait de larmes sur le point de s'effondrer. « Olivia ne va pas s'en sortir. L'oncologue a dit que c'est une leucémie myéloïde aiguë. Son seul espoir est une greffe de moelle osseuse. » Le corps de Clément se raidit visiblement. Ses lèvres bougèrent légèrement, mais aucun son n'en sortit. Toute notre famille a été testée pour une compatibilité, mais personne n'est compatible, pleura plus fort Madame Valois, agrippant les mains de Clément si fort que ses ongles en acrylique faillirent s'enfoncer dans sa chair. Le médecin a dit que le temps presse. Si nous ne trouvons pas de donneur compatible, Olivia mourra. Même à travers une vitre, je pouvais sentir l'agonie de Clément. Son visage était aussi pâle que du papier. Son front perlait de sueur. Il fixait la faible silhouette à l'intérieur de l'USI, la douleur dans ses yeux presque débordante. « Madame Valois, je vais trouver une solution. J'utiliserai toutes mes relations pour trouver un donneur, peu importe les millions d'euros que cela coûtera. » Sa voix était rauque et tendue. « C'est trop tard, Clément. C'est trop tard. » Madame Valois éclata en sanglots désespérés, le coupant, le regardant comme si elle avait saisi la dernière paille. Elle dit, « Mais il y a encore un moyen. Le médecin a dit qu'il y a un dernier espoir. » Clément leva soudain les yeux, une lueur d'espoir brillant dans son regard. « Quel moyen ?» Madame Valois prit une profonde inspiration,
ses yeux brûlants le fixant droit dans les yeux alors qu'elle prononçait mot à mot. Le médecin a dit que les cellules souches hématopoïétiques du sang de cordon ombilical d'un nouveau-né sont les plus actives. Et que le taux de réussite de la greffe est le plus élevé. Si nous pouvons trouver une femme enceinte entièrement compatible pour provoquer l'accouchement prématurément, puis utiliser la moelle osseuse et le sang de cordon du bébé, Olivia peut être sauvée. Mon esprit bourdonna puis devint entièrement vide. Instinctivement, je plaçai mes mains sur mon ventre. Le petit à l'intérieur sembla sentir ma peur et s'agita mal à l'aise. Non, c'est impossible, secouai-je frénétiquement la tête, essayant de nier la spéculation terrifiante qui se formait dans mon esprit. Mais la phrase suivante de Madame Valois me projeta directement du haut d'une falaise glacée. Clément, de combien de mois Nathalie est-elle enceinte? Clément trembla violemment comme s'il avait été frappé par la foudre. Il regarda Madame Valois avec incrédulité, les lèvres tremblantes, incapable de prononcer un seul mot. Clément, écoute-moi, la voix de Madame Valois devint urgente et suppliante. Je sais que c'est cruel pour Nathalie, mais n'oublie pas qu'il y a des années, si Olivia ne t'avait pas poussé hors du chemin, ce semi-remorque hors de contrôle t'aurait heurté. Tu aurais perdu tes jambes, perdu toute ta carrière sportive universitaire. Elle t'a sauvé la vie, Clément. Elle a échangé son avenir le plus précieux contre ta vie. Maintenant, considère simplement que tu lui rembourses avec une vie. Chaque mot de Madame Valois martelait le cœur de Clément comme un lourd maillet, et il s'écrasait directement dans le mien aussi. Tout mon corps devint glacial, comme si j'étais gelé sur place, incapable de bouger. C'était donc là l'obligation ultime qu'il ressentait envers elle, une obligation si tordue qu'elle exigeait la vie de mon enfant pour être réglée. Je regardai Clément fermer douloureusement les yeux. Deux flots clairs de larmes coulèrent des coins de ses yeux. Il ne regarda pas Madame Valois, mais tourna lentement la tête pour regarder en direction de la maternité. Cette direction était l'endroit où il avait personnellement promis de construire un foyer pour moi et notre enfant. Cette direction était l'endroit où chaque jour, après être rentré de la défense, il revenait et se penchait sur mon ventre pour écouter les mouvements du bébé. Cette direction était autrefois le sanctuaire le plus chaleureux du monde auquel je faisais confiance. Mais à ce moment, son regard transperça le long couloir, atterrissant sur moi comme une lame froide. Le temps sembla se figer à cet instant. Je regardais ses poings serrés se détendre lentement. Le tourment sur son visage s'estompa progressivement. La douleur dans ses yeux fut finalement remplacée par une résolution absolue et terrifiante. Puis je le vis hocher lentement, très lentement, la tête en direction de Madame Valois. À cet instant, j'entendis clairement mon propre cœur se briser en 1000 morceaux, net, décisif et irréparable. C'était donc là l'étendue de son amour profond et de ses promesses, si fragiles et insignifiantes face à la vie de cette femme. Je tremblais de partout, à peine capable de tenir debout. Appuyé contre le mur glacial, je regardais Clément, l'homme que j'avais aimé pendant 7 ans. Le père de mon enfant s'avançait d'un pas ferme vers ma chambre d'hôpital. Je savais qu'il venait prononcer le verdict, et mon enfant à naître et moi étions les sacrifices de ce jugement. Les lumières chaudes et douces de la suite de maternité VIP rendaient tout dans la pièce paisible et magnifique. J'étais allongé sur le lit d'hôpital, frottant doucement mon ventre au héron. Le bébé à l'intérieur semblait s'être endormi, silencieux et immobile, avec seulement un très léger mouvement occasionnel prouvant son existence vibrante. Je fermai les yeux, essayant de toutes mes forces de chasser de mon esprit la scène que je venais de voir dans le couloir. C'était sûrement juste une hallucination, un cauchemar causé par la paranoïa de la grossesse. Clément m'aimait tellement, et il attendait tellement la naissance de ce bébé. Comment pouvait-il faire un tel choix? La porte de la chambre fut doucement poussée. J'ouvris immédiatement les yeux, mon cœur bondissant dans ma gorge. C'était Clément. Il entra et ferma la porte derrière lui. Les lumières principales de la pièce étaient éteintes, ne laissant qu'une faible lampe de sol projetant une lueur douce. La lumière venait de derrière lui, dessinant sa silhouette dans un halo flou. Je ne pouvais pas voir clairement l'expression sur son visage. « Nathalie » dit-il, sa voix aussi rauque que s'il avait avalé du verre. « Clément, tu es de retour. » J'essayais de garder ma voix calme, forçant même un sourire. « Comment va Olivia ?» Il ne répondit pas à ma question, s'approchant simplement de moi pas à pas, en silence. Plus il se rapprochait, plus je voyais clairement son visage pâle et exsangue. Ses yeux étaient injectés de sang. Une barbe de quelques heures s'était formée sur son menton, et toute sa personne dégageait un lourd épuisement et une désolation.
En le voyant ainsi, la dernière lueur d'espoir dans mon cœur s'évanouit complètement. Clément, dis quelque chose. Ma voix se mit à trembler. Il s'arrêta au pied du lit. La faible lumière illuminait son beau visage. Je vis le tourment, la douleur et la culpabilité épais et inébranlables dans ses yeux. Puis, sous mon regard stupéfait, il tomba à genoux, s'agenouillant droit et raide devant mon lit d'hôpital. Un homme de plus d'1,80 m, un PDG milliardaire et décidé de la défense, était maintenant à genoux comme un enfant qui a mal agi, me regardant avec des yeux qui suppliaient pratiquement. « Nathalie, s'il te plaît. Je t'en supplie. Sauve Olivia. » Sa voix s'étrangla, épaisse d'émotion. De grosses larmes roulèrent de ses yeux rouges, glissèrent sur ses joues creuses et tombèrent sur les draps blancs immaculés, laissant de petites taches d'eau qui s'étalaient. Mon cœur se sentit comme s'il était écrasé par une main invisible, me faisant si mal que je ne pouvais plus respirer. J'aurais préféré qu'il entre en trombe comme un démon, me criant dessus, me forçant, m'insultant, même me frappant. Mais il choisit la manière la plus cruelle. Il s'agenouilla avec des larmes, des mots suppliants et le poids de notre lien émotionnel profond. Il pointa la lame la plus aiguisée sur moi et mon enfant à naître. « De quoi parles-tu » demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse, ma voix tremblant de manière incontrôlable. « Nathalie, Olivia est en train de mourir » sanglota Théil, saisissant ma main. Des larmes brûlantes tombèrent sur le dos de ma main. C'est une leucémie myéloïde aiguë. Seul le sang de cordon et la moelle osseuse d'un nouveau-né peuvent la sauver. Il leva les yeux, ses yeux injectés de sang pleins de désespoir. J'ai demandé au médecin. Notre enfant est parfaitement compatible avec Olivia. Nathalie, il nous suffit de provoquer l'accouchement prématurément. Tais-toi, criai-je, le coupant, arrachant ma main comme si j'avais été brûlé. Je le regardais avec une panique totale, sentant le sang dans mon corps refluer. Clément Dubois, sais-tu seulement ce que tu dis ? Je pointais hystériquement mon ventre et criais, c'est ton enfant, ta propre chair et ton propre sang. Il a 8 mois. Il s'est bougé, me donnait des coups de pied. Il a un battement de cœur. Comment peux-tu dire de telles choses ? Je sais, Nathalie. Je sais tout. Il s'agrippa douloureusement les cheveux, posant son front contre le bord du lit, ses épaules secouées violemment. Je sais que c'est cruel. Je sais que je te fais du tort. Que je fais du tort à notre enfant, mais elle m'a sauvé la vie à l'époque. Encore cette phrase, encore cette maudite dette de vie. Nathalie, je ne peux pas la regarder mourir. Il leva les yeux vers moi, sa vision brouillée par les larmes, sa voix pleine de supplication. Je lui dois la vie, Nathalie. Je ne peux pas la laisser mourir alors que j'ai le pouvoir de la sauver. Je dois le faire. Je ricanai froidement, alors même que les larmes montaient de manière incontrôlable. Clément Dubois, la dette que tu lui dois, pourquoi mon enfant doit-il en payer le prix ? Nous sommes encore jeunes. Nous pourrons avoir d'autres enfants à l'avenir, articula-t-il, les mêmes mots que Madame Valois avait prononcés. Mais Olivia, il n'y a qu'une seule Olivia dans ce monde. Nathalie, s'il te plaît, juste cette fois, d'accord, jura-t-il. Ce sera la dernière fois. Dès qu'Olivia ira mieux, je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner auprès de toi. À me faire pardonner auprès de notre enfant. Si tu veux ma vie, je te la donnerai. Il pleurait comme un enfant. Si impuissant et pitoyable. Pourtant, chaque mot qu'il prononçait était comme une aiguille d'acier empoisonnée, poignardant à plusieurs reprises mon cœur. Je regardais l'homme agenouillé devant moi. L'homme que j'avais aimé pendant 7 ans. L'homme qui m'avait autrefois fait croire à un qu'ils vécurent heureux avec lui. Soudain, je sentis qu'il m'était totalement étranger et terrifiant. Il ne me suppliait pas. Il utilisait sa culpabilité et sa lâcheté pour me forcer à assassiner personnellement mon propre enfant. Je caressais mon ventre, sentant le rythme régulier de la petite vie à l'intérieur. Une force sans précédent jaillit du fond de mon cœur. La force d'une mère qui avait pris sa décision. J'essuyai mes larmes et lui parlais lentement, mot à mot. Clément Dubois, écoute-moi bien. Si tu veux faire du mal à mon enfant, tu devras d'abord me tuer. Ses pleurs s'arrêtèrent brusquement. Il me regarda avec incrédulité. Je croisai calmement son regard. Mes yeux étaient dépourvus de toute chaleur. Tu peux partir maintenant. Mon refus sembla prendre Clément complètement au dépourvu. Il resta agenouillé là,
hébété. La supplication et la douleur sur son visage se figèrent progressivement, remplacées par le choc d'être défié. Nathalie, tu ne peux pas être aussi égoïste. Il se leva, me regardant de haut, sa voix portant un ton de reproche. C'est une vie humaine. Comment peux-tu simplement regarder quelqu'un mourir? Égoïste? J'eus l'impression d'avoir entendu la blague la plus ridicule du monde. Je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Des larmes coulant sur mon visage. Clément Dubois. C'est toi qui veux tuer ta propre chair et ton propre sang pour une étrangère. Et maintenant tu te retournes et tu me traites d'égoïste? Ce n'est pas une étrangère, rétorqua-t-il avec agitation. C'est ma sauveuse. Et alors? Je le regardai froidement. Ta sauveuse transcende-t-elle tout? Peut-elle nous forcer, moi et mon bébé, à payer le prix de ta vie? Clément, où sont passées toutes tes années d'études dans les grandes écoles? Il resta sans voix face à ma question, son visage passant du rouge au blanc. Il comprenait la logique. Mais au moment où il pensa à Olivia Valois allongée à l'USI, respirant à peine, au moment où il pensa à la dette de lui avoir sauvé les jambes, la balance dans son cœur pencha involontairement. Nathalie, je ne veux pas me disputer avec toi. Il prit une profonde inspiration comme pour essayer de réprimer ses émotions. Je te donne une dernière chance. Es-tu d'accord ou non? Son ton avait changé. Ce n'était plus une supplication, mais un ordre qui n'admettait aucun refus. Je le regardais, mon cœur devenant complètement froid. Je ne suis pas d'accord, déclarai-je clairement. Je ne serai jamais d'accord. Bien. Très bien. Il hocha la tête, ses yeux devenant complètement glacés, comme gelés. Nathalie, tu m'as forcé à faire ça. Après avoir dit cela, il se tourna et quitta la chambre. Mon cœur se serra, un sentiment de pressentiment sinistre m'envahissant. Bien sûr, moins de 5 minutes plus tard, la porte fut de nouveau poussée. Clément était revenu. Derrière lui se trouvaient 2 hommes costauds en costume noir, ressemblant à ces agents de sécurité privée. Instinctivement, je serrai fermement la couverture, les regardant avec méfiance. Clément, qu'est-ce que tu essaies de faire? Ce que j'essaie de faire? Il rit froidement, sortant un document plié de la poche de sa veste et le jetant sur la couverture devant moi. Regarde par toi-même. Mes mains tremblaient en dépliant le papier. Immédiatement, les mots criards en haut de la page frappèrent mes yeux, formulaire de consentement à l'interruption de grossesse. Ma tête bourdonna comme si elle allait exploser. Toi, c'est illégal. Je saisis le formulaire de consentement, le déchirai en lambeaux et le lui jetai au visage. C'est la France. Tu ne peux pas me forcer à subir une procédure médicale sans mon consentement. Illégal? Il laissa échapper un rire froid et sans humour. Nathalie, n'oublie pas qui je suis. Mon équipe juridique a déjà obtenu une ordonnance d'urgence du tribunal invoquant une détresse psychiatrique maternelle grave. Sur le papier, cette interruption n'est pas un meurtre. C'est une nécessité médicale pour te sauver de toi-même. Le conseil d'administration de l'hôpital est dans ma poche. Je dicte les règles. Ton soi-disant meilleur intérêt est de tuer mon bébé, criai-je de désespoir. Oui, prononça-t-il calmement le mot, ses yeux dépourvus de toute émotion. Entre un fœtus qui n'est pas complètement formé et une personne vivante et qui respire, lequel est le plus important? Je pense que toute personne rationnelle ferait le bon choix. Fœtus? Mon cœur se sentit comme s'il avait été transpercé par ces mots, saignant abondamment. Ce n'est pas juste un fœtus. C'est mon bébé. Le fruit de notre amour. Une vie sur le point de venir au monde. Espèce de... Je saisis l'oreiller à la tête du lit et le lui lançai de toutes mes forces. Il l'esquiva facilement. La dernière parcelle de patience disparut de son visage. Faites-le, ordonna-t-il froidement aux 2 gardes du corps derrière lui. Je regardai avec horreur les 2 hommes s'approcher, leurs visages sans expression comme 2 montagnes en mouvement. Ne m'approchez pas. Sortez, criai-je, attrapant tout ce que je pouvais lancer. Un verre d'eau, un vase, une assiette de fruits. Mais tout fut inutile. Un garde du corps maîtrisa facilement mes bras qui se débattaient. L'autre immobilisa mes jambes. J'étais comme un poisson cloué sur une planche à découper, incapable de bouger, luttant désespérément. Clément, lâche-moi. Espèce de démon,
Tu paieras pour ça. Je criai jusqu'à ce que ma voix devienne rauque, mais il m'ignora complètement. Il sortit un formulaire de consentement identique et un stylo noir de sa mallette. Il se dirigea vers le côté de mon lit. Nathalie, arrête de faire une scène. Sa voix était aussi froide qu'un vent d'hiver charriant des éclats de glace. Signe. C'est mieux pour tout le monde. Je ne signerai pas. Je préfère mourir que de signer. Je secouai désespérément la tête, les larmes brouillant ma vision. Alors tu ne me laisses pas le choix, sa voix glaciale résonna à mes oreilles. La seconde suivante, je sentis ma main droite saisie par une force écrasante. Les deux gardes du corps resserrèrent leur prise, me clouant fermement contre le lit d'hôpital. Clément plaça personnellement le stylo froid entre mes doigts, puis saisit ma main, me guidant trait par trait pour écrire mon nom sur la ligne de signature du formulaire de consentement médical. Nathalie Dubois. Chaque trait du stylo était comme un couteau gravant dans mon cœur. Je regardais, impuissante, mon nom apparaître sur ce morceau de papier coupable, totalement incapable de l'arrêter. À cet instant, je me sentis comme si mon âme avait été complètement vidée. Une fois la signature apposée, il lâcha ma main et rangea soigneusement le formulaire de consentement taché de mon humiliation et de mes larmes. Les deux gardes du corps me relâchèrent. Je m'effondrai sur le lit comme une flaque de boue. Chaque once de force quitta mon corps, ne laissant que des larmes couler silencieusement sur mon visage. Repose-toi. Clément me regarda de haut, sa voix dépouillée de toute chaleur. L'opération est prévue pour demain matin. Après avoir dit cela, il se tourna et partit avec les deux gardes de sécurité, sans un regard en arrière. La porte de la chambre se ferma, coupant tout du monde extérieur. Seuls mes sanglots étouffés et désespérés restaient dans la pièce. Alors que je sombrais dans un désespoir absolu, l'iPhone sous mon oreiller vibra soudain légèrement. Tel un noyé attrapant la dernière paille, je tendis la main tremblante vers mon téléphone. Sur l'écran se trouvait un e-message d'un numéro inconnu. Le contenu était très simple, seulement quelques mots. N'aie pas peur. Je suis là. Au moment où j'ai vu ce message, je me suis senti comme une personne qui se noie s'agrippant à un morceau de bois flotté. Un faible rayon d'espoir s'est ravivé dans mon cœur mort. À qui appartient ce numéro? Est-ce mon père? Mais il était clairement en Europe pour une importante conférence académique. Le signal était intermittent. Où était ce quelqu'un d'autre? Avant que je puisse réfléchir davantage, une infirmière a poussé la porte et est entrée. Elle m'a dit sans expression que je devais jeûner avant l'opération, puis elle m'a fait une injection de sédatif. Le médicament a agi rapidement. Ma conscience s'est progressivement brouillée et j'ai finalement sombré dans un abîme sombre. Tôt le lendemain matin, je me suis réveillé au son de bruits mécaniques froids. J'étais allongé sur un brancard, poussé dans un long couloir. Les plafonniers blancs et pâles défilaient les uns après les autres, me piquant les yeux. J'ai été transporté dans une salle d'opération glaciale. Les lumières chirurgicales étaient d'une luminosité aveuglante et partout autour de moi se trouvaient les teintes froides du métal. J'ai vu des médecins et des infirmières en blouse bleue s'affairer autour de moi. Leurs visages étaient couverts de masques chirurgicaux bleus ne révélant que des yeux calmes et sans émotion. Clément se tenait également dans un coin de la salle d'opération, vêtu d'une blouse d'isolement. Il me regardait de loin, le regard complexe. Je ne l'ai pas regardé. J'ai simplement fermé les yeux de désespoir. Mon bébé, maman est désolée. S'il y a vraiment une prochaine vie, j'espère que tu ne te réincarneras jamais dans mon ventre. Préparez l'anesthésie. Une voix masculine et stable retentit. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais juste au moment où l'anesthésiste s'apprêtait à administrer l'injection, cette voix masculine stable reprit la parole. Attendez un instant. J'ai lutté pour ouvrir les yeux et j'ai vu un grand médecin s'approcher du chevet. Il portait un bonnet et un masque chirurgicaux ne révélant que des yeux profonds et vifs. C'était le docteur Benjamin Lambert, l'obstétricien gynécologue le plus prestigieux de Paris, l'homme que Clément avait personnellement choisi pour pratiquer mon opération. Monsieur Dubois, le docteur Lambert se tourna vers Clément dans le coin, sa voix légère, mais suffisamment claire pour que toute la salle l'entende. Avant que l'opération ne commence, je dois confirmer avec vous une dernière fois. Un avortement tardif sur un fœtus de 8 mois causera des dommages physiques et psychologiques massifs, potentiellement irréversibles, à la mère. En même temps, en vertu de la loi médicale française,
cela soulève de graves controverses juridiques et éthiques. C'est à la limite de la faute professionnelle. À moins que la vie de la mère ne soit en danger imminent, son regard était comme un scalpel, disséquant précisément le cœur le plus laid de la situation. Êtes-vous absolument sûr de vouloir procéder? J'ai vu le corps de Clément se raidir, ses mains se serrant inconsciemment en poing à ses côtés. Une étincelle d'espoir s'est allumée dans mon cœur. Je l'ai regardé avec attente. Peut-être changerait-il d'avis. Peut-être qu'à la toute dernière seconde, une once de décence humaine et son instinct paternel triompheraient de ce sens tordu de la gratitude. Mais j'ai été déçu. J'ai les formulaires de consentement signés. J'assumerai toutes les conséquences juridiques. La voix de Clément résonna du coin, froide et résolue. Le docteur Lambert fixa profondément Clément en silence. Ses yeux contenaient de l'incompréhension, du regret et une trace fugace de mépris. Compris. Il hocha la tête, puis donna des instructions à l'infirmière à côté de lui. Veuillez demander aux membres de la famille d'attendre à l'extérieur. Clément ne dit pas un mot de plus, se tourna et quitta la salle d'opération. Quand les portes se sont fermées, le dernier rayon de lumière dans mon cœur s'est éteint. Commencez l'anesthésie, dis-je faiblement en fermant les yeux. Attendez, la voix du docteur Lambert retentit à nouveau. Il fit signe aux infirmières environnantes de reculer, puis se pencha et me chuchota à l'oreille d'une voix que seuls nous deux pouvions entendre. Nathalie, je suis un ancien élève de votre père, le professeur Thomas Edouard. Mon esprit se figea instantanément. Mes yeux s'écarquillèrent d'incrédulité en le regardant. Le docteur Lambert abaissa lentement son masque pour révéler un visage raffiné mais résolu. Il semblait avoir à peu près l'âge de mon père, mais il y avait une force rassurante dans ses yeux. Mon enfant, je ne ferai jamais de mal au petit enfant de mon mentor, dit-il, les yeux pleins de compassion et de pitié. Vous avez tant souffert, mais n'ayez pas peur. Jouez simplement le jeu avec moi. Mes larmes ont coulé, non pas de chagrin, mais parce que dans le désespoir le plus profond, j'avais vu la lumière la plus brillante. Docteur Lambert. Ma voix s'étrangla, incapable de former une phrase complète. Ne parlez pas. Il remit son masque, retrouvant son attitude sérieuse, et fit un signe de tête à l'anesthésiste. Procédez. Le liquide froid fut injecté dans ma perfusion. Ma conscience commença à se brouiller rapidement. Avant de perdre complètement connaissance, j'entendis la voix calme et claire du docteur Lambert. Ne vous inquiétez pas. J'ai un plan audacieux pour votre évasion. Je vous protégerai, vous et le bébé. Je vous sortirai tous les deux de ce cauchemar. En portant ces mots, je tombai dans un sommeil profond. Le sommeil le plus paisible que j'avais eu depuis des jours. Je savais que l'aube approchait et que ma contre-attaque était sur le point de commencer. Tout ce que j'avais à faire était, comme l'avait dit le docteur Lambert, de jouer parfaitement le rôle d'une mère complètement brisée qui avait perdu son enfant. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé, mais quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai ressentie a été une douleur déchirante. Pas une douleur physique, mais une douleur dans mon âme. Alors que l'anesthésie se dissipait et que la conscience revenait, le vide et le désespoir d'avoir perdu mon enfant se sont abattus sur moi comme un raz-de-marée. Instinctivement, j'ai baissé la main pour toucher mon ventre, qui était maintenant plat. La petite vie qui avait été avec moi pendant 8 mois, le bébé qui donnait des coups de pied et se tortillait, le bébé dont j'avais imaginé le visage d'innombrables fois, était parti. Même si je savais que cela faisait partie du plan du docteur Lambert, le sentiment brut de perte était toujours insupportable. Les larmes coulaient de manière incontrôlable. Nathalie, tu es réveillée. Une voix familière retentit à mon oreille. C'était Clément. J'ai lentement tourné la tête et je l'ai vu assis près du lit d'hôpital, l'air épuisé et coupable. Il a tendu la main pour me tenir la main, et il y avait même une pointe de pitié dans ses yeux. De la pitié? Quel mot risible. Il avait personnellement tué notre enfant, et maintenant il jouait hypocritement le mari américain dévoué et profondément aimant. Une immense vague de haine a jailli du fond de mon cœur, avalant instantanément toute ma raison. J'ai poussé un cri perçant, si aigu qu'il aurait pu rompre les tympans. Comme une folle, sans tenir compte de mon corps affaibli, je me suis redressé du lit et je me suis jeté sur lui de toutes mes forces. « Rends-moi mon bébé. Rends-le-moi » ai-je crié. Mes ongles ont laissé des griffures sanglantes sur son beau visage. Mes poings ont martelé continuellement sa poitrine. J'ai même mordu fort dans son épaule. « Clément Dubois »
espèce d'assassin. Tu as tué mon bébé. Je te déteste. Je te déteste. J'ai pleuré, crié, les frappé, et j'ai utilisé tous les mots venimeux que je pouvais trouver pour le maudire. Clément a été stupéfait par ma soudaine explosion. Il n'a pas riposté, ni esquivé. Il m'a juste laissé me défouler. La culpabilité dans ses yeux s'est approfondie. Nathalie, calme-toi. Ton corps est encore très faible. Il a essayé d'attraper mes mains qui s'agitaient, sa voix teintée de panique. Sors. Ne me touche pas. J'ai giflé ses mains comme si j'avais été piqué par un scorpion, criant hystériquement. Espèce d'assassin. Tes mains sont couvertes du sang de notre bébé. Ne me touche pas avec ces mains sales. Ma crise était si authentique, si contagieuse. Même les infirmières qui sont entrées en courant en entendant le bruit étaient terrifiées. Il a fallu plusieurs personnes travaillant ensemble pour finalement m'immobiliser et me faire une injection de sédatif. Avant que le médicament ne fasse effet, j'ai fusillé Clément du regard, mes yeux pleins de venin et de haine. J'ai vu que pour la première fois, la culpabilité dans ses yeux était remplacée par un éclair de peur authentique. Peut-être n'avait-il jamais pensé que moi, quelqu'un qui avait toujours été douce et l'avait aimé de toute sa vie, pouvait éclater avec un côté aussi terrifiant. Dans les jours qui ont suivi, j'ai parfaitement joué le rôle d'une mère qui avait subi une grave dépression nerveuse après avoir perdu son enfant. Je ne mangeais pas, ne buvais pas, ne disais pas un mot. J'étais allongé sur le lit toute la journée comme une marionnette sans âme, les yeux grands ouverts, fixant le plafond d'un air absent. Peu importe qui venait me rendre visite ou me parler, je n'avais aucune réaction. Mes parents sont revenus d'Europe en urgence. Au moment où ma mère m'a vu dans cet état, elle s'est évanouie sur place. Mon père tremblait de rage, pointant le doigt sur le nez de Clément et l'insultant, manquant de peu d'en venir aux mains. Clément ne s'est pas défendu. Il a simplement tout enduré en silence. Chaque jour, il montait la garde à mon chevet, me nourrissant personnellement, me faisant ma toilette, s'occupant de tous mes besoins. Il a beaucoup maigri. Ses yeux étaient cernés et son menton était couvert de chaume. L'air hagard et négligé, il a essayé de me parler. Il s'est excusé. Il a évoqué nos jours heureux du passé. Mais je ne lui ai jamais donné la moindre réaction. Mon monde s'était transformé en un terrain vague silencieux et désolé. Tout le monde pensait que je m'étais effondré, complètement écrasé par ce coup dur. Seul moi savais que tout cela n'était qu'une comédie. Chaque nuit, tard, après que tout le monde soit parti, le docteur Lambert venait discrètement dans ma chambre sous prétexte de faire sa ronde. Il apportait un incubateur portable. À l'intérieur, endormi et parfaitement en sécurité, se trouvait mon fils. Il a placé l'incubateur près de mon lit et a dit doucement, le petit gars est en très bonne santé. Il a pris encore 50 grammes aujourd'hui. L'infirmière en chef de pédiatrie est une personne de confiance. Elle prendra bien soin de lui en néonatologie, alors ne vous inquiétez pas. En regardant ce petit corps fragile dans l'incubateur, ses yeux fermement fermés, sa petite bouche s'ouvrant et se fermant pendant qu'il dormait si paisiblement, mon cœur s'est instantanément rempli. Tous les griefs, toute la douleur ont disparu au moment où je l'ai vu. Je déposai les plus légers baisers sur son petit front, respirant avidement le léger parfum de talc et de lait sur sa peau. Le parfum le plus apaisant du monde. Merci, docteur Lambert. Je lui ai dit ces mots d'innombrables fois. Sotte fille. La meilleure façon de me remercier est de te rétablir rapidement, disait-il toujours, me tapotant affectueusement la tête. Le plan se déroule sans accroc. Clément est entièrement convaincu que le bébé a été avorté et que les tissus ont été utilisés pour la greffe. Une fois que tu auras un peu récupéré, j'organiserai ton départ et celui du bébé. Vous irez quelque part où personne ne pourra vous trouver et commencerez une véritable nouvelle vie. J'ai hoché la tête, la lumière dans mes yeux devenant plus ferme. Oui, un nouveau rêve. Une vie complètement nouvelle sans Clément Dubois, sans Olivia Valois, juste moi et mon fils. Le jour de ma sortie de l'hôpital est arrivé rapidement. J'ai continué à jouer le cadavre ambulant, laissant mes parents et Clément s'occuper de la facturation de l'hôpital et des formalités administratives. J'ai été sorti de l'hôpital en fauteuil roulant. La lumière du soleil parisien était aveuglante. Instinctivement, j'ai plissé les yeux. Je savais qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie n'aurait plus de ténèbres. Clément a poussé le fauteuil roulant, me ramenant au manoir du 16e arrondissement que j'appelais autrefois ma maison.
Pendant tout le trajet dans son SUV, il m'a parlé avec précaution, essayant de briser le silence étouffant. Nathalie, nous sommes à la maison. Marie a préparé ta soupe de poulet et nouilles préférée. Veux-tu en essayer un peu? J'ai redécoré ta chambre. J'ai changé l'aromathérapie pour le parfum que tu aimes. J'espère que ça t'aidera à dormir. Nathalie, je sais que tu me détestes. Tu peux me frapper, m'insulter, faire ce que tu veux, mais s'il te plaît, rétablis-toi. Je suis restée silencieuse comme une poupée sans émotion, le laissant tout organiser. Quand nous sommes arrivés à la maison, mes parents attendaient déjà à la porte. En voyant mon état sans âme, ma mère a de nouveau eu les larmes aux yeux. Clément a tendu la main pour me porter à l'intérieur, mais mon père l'a repoussé. Recule. Ne touche pas à ma fille. Les yeux de mon père semblaient prêts à cracher du feu. À partir d'aujourd'hui, nous nous occuperons de Nathalie. Tu n'as pas le droit de t'approcher d'elle. Papa, Clément a essayé de parler. Je ne suis pas ton père. Je n'ai pas un gendre sans cœur comme toi. Mon père l'a pointé du doigt, tremblant de colère. Sors d'ici tout de suite. Au milieu des cris furieux de mon père, Clément est finalement parti, l'air pathétique. Dans les jours qui ont suivi, mes parents se sont occupés de moi méticuleusement. Ils n'ont jamais mentionné le bébé ou Clément devant moi. Au lieu de cela, ils ont cuisiné de délicieux plats, regardé Netflix avec moi, m'ont raconté des blagues, ont fait tout leur possible pour me faire sourire. Je savais qu'ils avaient peur que je fasse quelque chose de radical et j'ai continué à jouer mon rôle parfaitement. Le jour, j'étais la fille noyée dans le chagrin de la perte de son enfant. La nuit, après que mes parents se soient endormis, je me faufilais dans le bureau et je faisais un FaceTime avec le docteur Lambert. À l'autre bout de l'écran, mon fils était assis sur les genoux de l'infirmière en chef, agitant ses petits poings et babillant. Il grandissait si vite, changeant chaque jour. Ses yeux et ses sourcils ressemblaient de plus en plus aux miens, mais son nez haut et droit et ses lèvres minces étaient exactement comme ceux de Clément. Chaque fois que je le voyais, mon cœur fondait. Le docteur Lambert m'a dit qu'il avait finalisé tous les arrangements pour moi et le bébé. De nouveaux numéros de sécurité sociale, de nouveaux passeports et un bel appartement côtier à Nice, sur la Côte d'Azur. Le moment est venu, a déclaré le docteur Lambert lors de l'appel vidéo. Clément s'est envolé pour Londres pour une fusion d'entreprises urgente pour Dubois Enterprises. Il sera parti pendant au moins une semaine. C'est la meilleure chance pour vous de partir. J'ai hoché la tête, me sentant à la fois réticente et impatiente. La réticence était pour mes parents. L'impatience était pour la liberté et la nouvelle vie qui m'attendait. J'ai laissé une très longue lettre à mes parents. Dedans, je ne leur ai pas dit la vérité. J'avais peur qu'ils s'inquiètent, et j'avais peur qu'ils ne puissent pas résister à l'envie de confronter Clément. J'ai seulement dit que j'avais besoin d'un changement de décor, que je voulais aller quelque part où personne ne me connaissait pour tout recommencer. La nuit de mon départ, je me suis glissé discrètement dans la chambre de mes parents une dernière fois, regardant leurs visages endormis, remarquant les nouvelles rides autour des yeux de ma mère et les cheveux gris aux tempes de mon père, mes larmes ont coulé de manière incontrôlable. Je me suis agenouillé lourdement près de leur lit. Maman, papa, je suis tellement désolé. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous. À 4 heures du matin, avant même que le ciel ne commence à s'éclaircir, j'ai traîné une petite valise et j'ai quitté la maison où j'avais vécu pendant 3 ans. La voiture noire que le docteur Lambert avait arrangée attendait déjà à l'extérieur. Alors que le moteur démarrait et s'éloignait, je me suis tourné pour regarder le manoir, sa silhouette s'estompant dans la lumière du petit matin. Il n'y avait aucun attachement persistant dans mon cœur. Au revoir, Clément Dubois. Au revoir, Nathalie. À partir d'aujourd'hui, Madame Nathalie Dubois n'existait plus. Il n'y avait qu'une nouvelle mère vivant pour son fils. Une semaine plus tard, Clément est revenu de Londres, décalé et épuisé. Dès qu'il est descendu de l'avion à Charles de Gaulle, il s'est précipité directement au manoir, tenant le cadeau de luxe qu'il m'avait acheté. Pendant ses jours à l'étranger, il s'était retourné et retourné chaque nuit, incapable de dormir. Mes yeux vides et désespérés étaient comme une marque brûlée dans son cœur. Il avait peur. Peur que s'il ne revenait pas rapidement, il me perdrait vraiment pour toujours. Mais quand il a poussé la porte, la seule chose qu'il a accueillie était un vide froid. Ses beaux-parents étaient assis sur le canapé du salon, leurs expressions lourdes. « Maman, papa, je suis de retour.
Où est Nathalie? Il a forcé un sourire, essayant de détendre l'atmosphère. Mon père l'a ignoré. Ma mère a soupiré et a fait glisser un dossier manie sur la table basse vers lui. Elle est partie. Le sourire de Clément s'est figé sur son visage. Il a pris le dossier. C'était un ensemble de papiers de divorce. Mon nom était déjà signé. L'écriture était élégante, mais portait une résolution froide et absolue. À côté des papiers de divorce se trouvait une carte de débit. La carte du compte bancaire joint avec le fonds de mariage que sa famille avait fourni des années auparavant. La voix de ma mère était très douce, mais elle a frappé son cœur comme un lourd marteau. Nathalie a dit qu'elle n'a pas touché un seul centime. Elle a dit qu'elle part sans rien. À partir de maintenant, vous ne vous devez plus rien. Impossible. Clément a secoué la tête frénétiquement, déchirant les papiers de divorce en lambeaux. Où pourrait-elle aller? Où pourrait-elle bien aller toute seule? Elle doit se cacher à proximité juste pour me mettre en colère. Il est monté en courant, ouvrant porte après porte. La chambre principale, le dressing, le bureau, tout ce qui m'appartenait était encore là. Mes vêtements, mes livres, ma coiffeuse, tout était exactement comme je l'avais laissé, comme si j'étais juste sorti prendre un café et que j'allais revenir. Mais il a mis tout le manoir sens dessus dessous, a vérifié tous les endroits où j'aurais pu aller, et n'a trouvé aucune trace de moi. J'avais disparu comme une goutte d'eau se fondant dans l'océan, ne laissant aucune trace. Clément s'est effondré sur le parquet, serrant fermement la carte bancaire froide dans sa main. Pour la première fois, il a ressenti une véritable terreur. Il a soudain réalisé que la fille qui lui avait autrefois confié tout son avenir, qui cuisinait pour lui, qui se blottissait dans ses bras, qui le regardait avec les yeux les plus doux du monde, le quittait vraiment. 1 an plus tard, le sable doux de la baie des Anges à Nice scintillait d'or sous le soleil de l'après-midi californien. La douce brise de la Méditerranée transportait une légère touche de sel, effleurant mon visage et créant une indescriptible sensation de confort. Adrien, regarde par ici. Maman est juste là. Je me suis agenouillé sur le sable, souriant et applaudissant en direction du bambin qui apprenait à marcher à une courte distance. Il portait une petite tenue de marin bleu et un chapeau de soleil assorti. Ses traits délicats ressemblaient à une poupée de porcelaine. En entendant mon appel, il tourna la tête, ses yeux sombres pétillants. Il me montra ses quelques dents de lait dans un sourire angélique, puis chancela vers moi sur ses petites jambes courtes. Ma, balbutia-t-il indistinctement, se jetant dans mes bras. Sa petite tête se frotta contre ma poitrine comme un chaton quémandant de l'affection. Je le serrai fort, embrassant doucement les cheveux doux de mon fils. Adrien, mon cœur débordait de quelque chose appelé bonheur. Il y a 1 an, avec l'aide du docteur Lambert, j'ai emmené mon nouveau-né, Adrien, dans cette ville inconnue de la Côte d'Azur. J'ai changé de nom, changé d'identité. Tout le passé me semblait appartenir à une vie antérieure, laissée loin, très loin derrière moi. Les débuts ont été très difficiles, élevant seul un nouveau-né dans un endroit complètement nouveau. Je ne voulais me plaindre de ces difficultés à personne, mais je ne l'ai jamais regretté une seule fois. Chaque fois que j'étais réveillé par les pleurs d'Adrien au milieu de la nuit, peu importe à quel point j'étais épuisé physiquement et mentalement, au moment où je voyais son doux visage endormi et sentais cette légère odeur de lait, tout en valait la peine. Il était ma faiblesse, mais aussi mon armure, le seul et plus doux attachement que j'avais dans ce monde. Heureusement, le docteur Lambert avait tout arrangé pour moi. Il ne m'avait pas seulement fourni assez d'argent pour vivre confortablement, mais avait également utilisé ses relations pour me trouver un emploi sur la Côte d'Azur. C'était un travail détendu qui me permettait d'utiliser mon diplôme. Je travaillais comme consultante en art pour une célèbre galerie du centre-ville. Les horaires étaient flexibles, le salaire était excellent, et surtout, je pouvais amener Adrien avec moi au travail. Ma vie s'était progressivement remise sur les rails. J'ai rassuré mes parents, leur disant que j'allais bien, juste pas prête à rentrer encore. Bien qu'ils fussent inquiets, ils ont finalement respecté ma décision, me pressant simplement de bien prendre soin de moi. Nous avons convenu de nous appeler en FaceTime 1 fois par mois. Chaque fois, je gardais habilement Adrien hors du cadre, je savais que s'il découvrait son existence, il prendrait l'avion depuis Paris immédiatement. Cela risquerait de m'exposer à Clément, et je ne voulais absolument plus rien avoir à faire avec lui. L'année écoulée avait été paisible et heureuse. J'ai regardé Adrien passer d'un nouveau-né fragile à un petit garçon qui pouvait sourire, ramper et faire ses premiers pas.
Son premier sourire, sa première fois qu'il se retournait, sa première dent, son premier « maman ». Je n'ai manqué aucun moment. Témoin de sa croissance, le sentiment d'accomplissement et de bonheur d'élever une petite vie était irremplaçable. Je pensais souvent, si je n'avais pas rencontré le docteur Lambert à l'époque, si Adrien avait vraiment été sacrifié dans cette sale transaction, que serais-je devenu maintenant? Peut-être, comme Clément l'avait imaginé, serais-je devenu une coquille vide, folle et spirituellement estropiée, enfermée dans un établissement psychiatrique. Une notification téléphonique a interrompu mes pensées. C'était un message du docteur Lambert. Je l'ai ouvert et j'ai vu une invitation électronique magnifiquement conçue. Marié, Clément Dubois, marié, Olivia Valois. Lieu, le Ritz Paris. Date, samedi prochain. Sous l'invitation, le docteur Lambert avait ajouté une ligne. Nathalie, le moment est venu. J'ai regardé cette invitation criarde, les coins de mes lèvres se retroussant en un sourire froid. Clément Dubois, Olivia Valois, votre jour du jugement est enfin arrivé. Je me suis penché et j'ai embrassé la joue potelée d'Adrien. Mon doux garçon, maman est sur le point d'obtenir justice pour toi. Adrien semblait comprendre. Il a incliné sa petite tête et m'a regardé avec des yeux si semblables à ceux de Clément. Il a levé sa main potelée et a touché mon visage. J'ai saisi sa main et l'ai embrassée, une résolution vive et inébranlable brillant dans mes yeux. Ce règlement de compte, retardé d'1 an, était sur le point de commencer. Dans le bureau du PDG de Dubois Enterprises à la Défense, Clément tira avec irritation sur sa cravate de créateur et jeta un contrat d'1 milliard de dollars de côté sur son bureau en acajou. De l'autre côté des fenêtres allant du sol au plafond se trouvait l'horizon animé de Paris, des gratte-ciel imposants, des flots interminables de taxis, mais rien de tout cela ne suscitait le moindre intérêt en lui. Cela faisait 1 an, exactement 1 an que Nathalie avait disparu. Au cours de l'année écoulée, il avait mobilisé toutes ses relations et des enquêteurs privés, retournant pratiquement le monde entier. Pourtant, il ne parvenait toujours pas à trouver la moindre trace d'elle. Elle s'était volatilisée, emportant son âme avec elle. Il était devenu sombre et instable. Tout le monde au siège social marchait sur des œufs, terrifié à l'idée de mettre en colère accidentellement ce tyran vivant. Il avait commencé à boire beaucoup. Il découvrit que ce n'est que dans l'engourdissement du bourbon qu'il pouvait temporairement oublier ses yeux vides et désespérés. Ce n'est qu'alors qu'il pouvait échapper à la culpabilité et au désir qui le rongeait sans fin au cœur de la nuit. Il avait beaucoup maigri. Il s'était transformé du gentilhomme raffiné des grandes écoles qu'il était autrefois en quelqu'un de sombre et d'explosif. Il y a 6 mois, le corps d'Olivia Valois s'était complètement rétabli. Après la prétendue greffe à partir des tissus du bébé avorté, son opération a été jugée un succès, mais Clément n'a ressenti aucune joie. Quand il regardait le teint de plus en plus rose d'Olivia, son esprit ne faisait que revoir le visage pâle et hagard de Nathalie. Il ne pouvait s'empêcher de penser, s'il n'avait pas pris cette décision cruelle à l'époque, leur bébé aurait-il presque 1 an maintenant? Serait-il en train de tituber, d'apprendre à marcher, de l'appeler « papa » d'une voix douce et zozotante? Cette pensée s'enroulait autour de son cœur comme un serpent venimeux, le mordant jour et nuit. À cause de cela, sa relation avec Olivia était devenue une coquille vide. Il avait cessé de lui rendre visite à l'hôpital, cessé de prendre de ses nouvelles. Il avait mis toute son énergie dans son travail à la Défense, utilisant un travail effréné pour s'engourdir jusqu'à ce qu'Olivia vienne le voir il y a 1 mois. « Clément, marions-nous. » Elle le regarda avec un regard pitoyable et suppliant. « Je sais que tu souffres, et je souffre aussi. Mais ce qui est arrivé est arrivé. Les vivants doivent continuer à avancer, n'est-ce pas? Laissons le passé derrière nous. Commençons une nouvelle vie ensemble, d'accord? » Comme guidé par une force invisible, il accepta. Peut-être était-il vraiment trop fatigué. Ou peut-être pensait-il naïvement qu'un grand mariage parisien pourrait agir comme une gomme, effaçant tous les péchés et la douleur du passé. Il commença à préparer le mariage, utilisant les arrangements les plus somptueux et les décorations florales les plus chères pour construire une illusion de bonheur. Il envoya des invitations partout, invitant toutes les personnalités du monde des affaires et des médias. Il voulait déclarer à toute la ville que Clément Dubois avait fait le bon choix, qu'il tiendrait la main de sa sauveuse, Olivia, pour le reste de sa vie. Olivia se noya dans l'immense joie de devenir Madame Dubois. Chaque jour, elle voletait comme un papillon dans les boutiques de mariés les plus exclusives de l'avenue Montaigne et les bijouteries haut de gamme. Elle pensait qu'elle avait enfin gagné,
qu'elle pouvait légitimement se tenir aux côtés de Clément Dubois et devenir la mondaine la plus enviée de Paris. Mais elle ne savait pas qu'un filet invisible avait été discrètement jeté, et qu'elle et Clément étaient les proies sur le point d'être jugés à l'intérieur. La nuit précédant le mariage, Clément n'est pas rentré dans son Penthouse. Au lieu de cela, il a conduit seul jusqu'à la maison que nous partagions autrefois. Au cours de l'année écoulée, il avait toujours payé une équipe de nettoyage pour garder le manoir impeccable. Tout était resté exactement comme je l'avais laissé. Il avait toujours espéré qu'un jour je pousserais soudainement la porte, entrerais et lui dirais « Clément, je suis à la maison ». Mais il a attendu 1 an et je ne suis jamais revenu. Il est entré dans la chambre principale, a ouvert le dressing. À l'intérieur pendaient tous mes vêtements préférés, robes, manteaux. Il a tendu la main et a doucement caressé une robe de maternité beige que je portais souvent. Comme s'il pouvait encore sentir la chaleur que j'avais laissée derrière moi. Il a enfoui son visage dans le tissu doux, respirant avidement le parfum léger, presque disparu, qui m'appartenait. « Nathalie. Nathalie, murmura-t-il, la voix étranglée. J'avais tort. J'avais tellement tort. Peux-tu revenir ? S'il te plaît, reviens. » Dans la pièce vide, seuls ses sanglots étouffés et désespérés résonnaient. Il ne savait pas que la personne qu'il désirait jour et nuit avait discrètement ramené le fils qu'il avait abandonné à Paris et avait préparé pour le lendemain un cadeau de mariage qu'il n'oublierait jamais de sa vie. Dans la loge du marié au Ritz, Clément portait un smoking blanc méticuleusement taillé qui mettait en valeur sa silhouette belle et droite, mais son expression était complètement déplacée par rapport à l'atmosphère joyeuse. Il était assis sur le canapé, sans émotion, fixant d'un air absent son reflet inconnu dans le miroir. Le maquilleur apportait les dernières retouches, lui arrangeant les cheveux et le complimentant. « Monsieur Dubois, vous êtes incroyablement élégant aujourd'hui. Vous et mademoiselle Valois êtes vraiment faits l'un pour l'autre. » Clément ne répondit pas. Il se contenta de tirer ses lèvres en un sourire qui ressemblait plus à une grimace qu'à autre chose. Fait l'un pour l'autre. L'image qui lui venait à l'esprit était moi en robe de mariée. Quand nous nous sommes mariés, nous n'avons pas eu de mariage parce que la famille Dubois estimait que mon milieu de classe moyenne n'était pas digne du statut d'une belle-fille Dubois. Nous nous sommes donc contentés d'enregistrer notre mariage à la mairie et d'inviter quelques parents à dîner. J'avais imaginé d'innombrables fois que Clément m'offrirait un grand mariage. Mais quand il l'a finalement fait, la mariée n'était pas moi. C'est terminé. Le maquilleur posa ses pinceaux, satisfait de son travail. MMH, répondit faiblement Clément et se leva. Au moment où il s'apprêtait à quitter la loge, il glissa instinctivement la main dans la poche de son smoking. Le bout de ses doigts effleura quelque chose de dur. Il s'arrêta, puis le sortit. C'était un petit bonbon au citron, lisse. L'emballage était légèrement délavé. Il avait l'air assez vieux. Ses pupilles se contractèrent violemment, sa respiration s'arrêtant un instant. Il se souvint. C'était mon bonbon préféré quand j'étais enceinte. Mes nausées matinales avaient été sévères. Je vomissais tout ce que je mangeais. Seul ce bonbon sucré et acide pouvait à peine supprimer la nausée. Il avait eu terriblement peur que ma glycémie chute à tout moment. Il en avait donc acheté une quantité massive. Il les avait mis dans mon sac à main, dans la boîte à gants de sa voiture, et même dans les poches de chacune de ses vestes. Plus d'1 an s'était écoulé, et ce bonbon oublié était resté tranquillement dans sa poche, lui rappelant silencieusement qu'il avait autrefois possédé le trésor le plus précieux du monde. Mais il l'avait détruit de ses propres mains. Il serra fermement ce minuscule bonbon, sa main tremblant de manière incontrôlable. Au cours de l'année écoulée, il avait délibérément évité cela, refusé de penser à ces scènes. Mais à cet instant, elles affluèrent comme un barrage rompu, le noyant instantanément. Il se souvint de mon profil doux alors que je cuisinais pour lui avec un ventre lourd. Il se souvint de mon sourire malicieux quand je me couchais dans ses bras, exigeant qu'il lise des livres de Dr. Seuss au bébé. Il se souvint de mes yeux brillants quand je tirais sa main avec enthousiasme sur mon ventre pour sentir les coups de pied. Ces moments heureux qu'il avait ignorés et tenus pour acquis s'étaient maintenant transformés en couteaux les plus tranchants, lui tailla dans le cœur. Nathalie, ferma-t-il les yeux de douleur. Une larme brûlante roula sur sa joue et tomba sur le bonbon. C'est presque l'heure. Nous devrions y aller. La porte du salon s'ouvrit et le témoin entra. Il sursauta en voyant Clément. Mec, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Clément ouvrit les yeux.
Ils étaient injectés de sang. Il voulait dire quelque chose, mais sa gorge semblait bloquée, incapable d'articuler un seul mot. Arrête de pleurer, mec. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Le témoin lui tendit un mouchoir, le pressant. Les invités sont tous assis. Le maître de cérémonie te réclame déjà. Allons-y. Ne fais pas attendre Olivia. Rien qu'en entendant ce nom, la dernière lueur d'espoir dans les yeux de Clément s'éteignit. C'est vrai. Il n'avait aucun moyen de revenir en arrière. Il avait tout détruit lui-même. Il essuya ses larmes, replaça soigneusement le bonbon au citron dans sa poche comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable, puis prit une profonde inspiration. Il ajusta son expression, arborant le sourire solennel qui convenait à un marié. Il devait monter sur cette scène, sur le glorieux billot qu'il s'était construit. La marche nuptiale solennelle et romantique commença à jouer. Les lourdes portes doubles de la salle de bal du rite s'ouvrirent lentement. Olivia Valois, vêtue d'une luxueuse robe Verawang incrustée de diamants, tenait le bras de son père et se dirigeait gracieusement vers Clément au centre de l'autel. Son visage était rempli d'un bonheur et d'une fierté incontrôlables. Aujourd'hui, elle était la princesse la plus radieuse de Paris. Les invités en bas de la scène poussèrent des soupirs d'admiration. Les appareils photos des iPhones et les flashs capturèrent cette scène de conte de fées. Clément se tenait sur la scène, souriant à la mariée qui s'avançait vers lui. Son sourire était parfait, mais ses yeux étaient vides, sans concentration. Personne ne savait que son cœur était déchiré par un regret et une douleur sans fin. Le père d'Olivia plaça la main de sa fille dans celle de Clément, disant sincèrement, « Clément, je te confie Olivia. Tu dois bien t'occuper d'elle. » « Je le ferai, monsieur. » Clément tenait la main d'Olivia, sa voix plate et sans ondulation. Les deux se tenaient côte à côte sous la direction enthousiaste de l'officiant. La cérémonie se poursuivit. Les vœux furent lus. Tout se déroula sans accroc, presque trop parfaitement. Juste au moment où Clément levait l'étincelante bague en diamant Cartier, se préparant à la glisser au doigt d'Olivia, tous les haut-parleurs de la salle de bal émirent soudain une salve de parasites assourdissants, coupant la musique de fond élégante. Les invités se figèrent, chuchotant entre eux, ne sachant pas ce qui se passait. Le technicien du son était également paniqué, appuyant frénétiquement sur les boutons de la console de mixage. Clément et Olivia se figèrent simultanément, regardant confusément autour d'eux. À ce moment précis, l'immense écran LED derrière l'autel s'alluma soudainement. Sur l'écran, il n'y avait pas leur doux montage de mariage, mais un fond noir. La seconde suivante, une voix féminine claire résonna à travers les haut-parleurs surround dans tous les coins de la pièce. « Et bébé, tu écoutes ?» La voix était coquette, séduisante et portait une pointe de suffisance. C'était la voix d'Olivia Valois. Le cœur de Clément se serra soudainement, un sentiment de catastrophe l'envahissant. Il jeta un coup d'œil instinctif à Olivia à côté de lui, pour constater que son visage était instantanément devenu aussi pâle que la cendre. De l'autre côté de l'audio, on entendit le gloussement d'une autre femme. Alors, est-ce que cet idiot de Clément a mordu à l'hameçon? Bien sûr qu'il l'a fait, résonna la réponse. La voix d'Olivia était pleine de mépris et de vantardise. J'ai juste joué une scène tragique, fait semblant que ma leucémie avait rechuté, et soudoyé un technicien de laboratoire pour les graphiques. Il était si navré qu'il ferait n'importe quoi. En ce moment même, il est à genoux devant sa femme, la suppliant d'avorter le bébé pour me donner de la moelle. Clément Dubois est trop facile à duper. Il a vraiment cru à de tels. Ce n'est pas qu'il est facile à duper. Il est juste stupide. Olivia laissa échapper un rire froid, son ton vicieux. Pendant cet accident de voiture à la fac, c'était clairement de sa faute, il envoyait des SMS en conduisant. J'ai juste eu la malchance d'être entraîné là-dedans, me retrouvant avec une jambe cassée. Mais devinez quoi? J'ai retourné la situation, alors il pense qu'il me doit la vie. Cette dette est comme une laisse de chien. Je lui dis de sauter, il demande à quelle hauteur. Le plus drôle, c'est Nathalie qui joue la victime tragique. Elle pensait vraiment qu'elle appartenait à notre monde. Juste une personne de la classe moyenne. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle peut rivaliser avec moi? Cette fois, je veux qu'elle regarde l'homme qu'elle aime tuer son propre enfant à naître de ses propres mains. Tout ça pour moi. Olivia, tu es vraiment impitoyable. D'une pierre deux coups. Pour se débarrasser des déchets, il faut être impitoyable.
Une fois qu'elle aura fait une fausse couche et que cet idiot de Clément l'aura mise à la porte, je veux voir comment elle survivra. L'enregistrement s'arrêta brusquement là. Toute la salle de bal tomba dans un silence de mort. Tout le monde se regardait avec stupeur. Leurs expressions passèrent de la surprise à la confusion, puis au dégoût. Les invités de la haute société qui venaient de faire l'éloge d'Olivia la regardaient maintenant avec une répulsion et un mépris non dissimulés. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens d'entendre? Cette femme est une psychopathe, simulant un cancer, le piégeant pour le mariage et coûtant la vie à un bébé innocent. Elle devrait être en prison. Etage M. Dubois aussi. Il doit être aveugle pour abandonner sa première femme et son enfant pour une psychopathe comme ça. Les murmures s'élevèrent de toutes parts comme une marée montante, noyant Olivia. Elle se tenait sur la scène dans sa robe de mariée d'un blanc immaculé, mais elle avait l'impression d'avoir été déshabillée, exposée sous les regards scrutateurs de l'élite parisienne. Non, ce n'est pas vrai, secoua-t-elle frénétiquement la tête, le visage pâle comme un fantôme. C'est un deepfake. Quelqu'un m'a piégé. Elle se tourna vers Clément, agrippant son bras comme si elle s'accrochait à sa dernière bouée de sauvetage. Clément, tu dois me croire. Je ne l'ai pas fait. Je le jure devant Dieu que je ne l'ai pas fait. Mais Clément se tenait figé comme une statue de glace. Il ne la regarda pas. Il fixait simplement l'écran noir comme s'il essayait de le percer du regard. Son esprit était vide. Les paroles venimeuses d'Olivia de l'enregistrement résonnaient encore et encore dans sa tête comme une malédiction. Cet idiot. Laisse de chien. C'était donc une arnaque. Une arnaque sociopathique complète à laquelle il avait activement participé et pour laquelle il avait payé le prix le plus atroce. Il n'était pas un noble sauveur remboursant une dette. Il n'était que le plus grand imbécile du pays, manipulé comme une marionnette par une femme. Alors que la salle sombrait dans le chaos et un silence étrange, le grand écran noir s'est rallumé. Cette fois, ce n'était pas un audio froid, mais une vidéo 4K d'une clarté cristalline. Le décor semblait être un bureau élégamment décoré. Un homme d'âge moyen en blouse de laboratoire blanche et lunettes à monture dorée était assis derrière un bureau en acajou. Il avait l'air à la fois raffiné et autoritaire, fixant sévèrement la caméra. Bonjour à tous, mon nom est Dr Benjamin Lambert. Sa voix stable et puissante a été clairement diffusée par les haut-parleurs à tout le monde. Je suis le chef du service d'obstétrique et de gynécologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'étais également le chirurgien principal pour la procédure d'interruption de grossesse prévue de mademoiselle Nathalie il y a 1 an. En entendant cela, Clément a violemment tressailli. Il a relevé la tête d'un coup sec, les yeux rivés sur l'écran. Sur l'écran, l'expression du docteur Lambert était stricte mais pleine de compassion. Je sais qu'il y a de nombreuses personnalités et médias présents aujourd'hui. Je me suis manifesté pour aucune autre raison que pour exposer une vérité enfouie sous les mensonges, pour exiger justice pour une mère innocente et son enfant à naître. Il a fait une pause, a pris une profonde inspiration, et son regard s'est aiguisé comme s'il pouvait percer l'écran et frapper directement le cœur des gens. Premièrement, je mets en jeu mes 30 ans de pratique médicale et ma licence médicale pour cette garantie. Il y a 1 an, mademoiselle Olivia Valois n'a jamais souffert de leucémie myéloïde aiguë comme elle le prétendait. Tous les dossiers médicaux, rapports de laboratoire et fichiers protégés qu'elle a fournis étaient entièrement falsifiés. Cette déclaration a provoqué un tollé dans toute la salle. Si l'enregistrement audio précédent pouvait être suspecté d'être généré par l'IA, la déclaration sous serment de l'obstétricien gynécologue le plus respecté de la ville a définitivement cloué le cercueil de cette arnaque. Olivia a trébuché, manquant de tomber. Vous mentez, a-t-elle pointé du doigt l'écran en criant hystériquement. Vous avez été acheté. Vous avez conspiré avec cette Nathalie. Mais personne n'a prêté attention à ces cris. Tous les yeux étaient fixés sur la silhouette droite. Le docteur Lambert a ignoré les accusations d'Olivia. Il a continué à parler à un rythme mesuré, révélant un secret qui a frappé Clément comme un éclair venant d'un ciel clair. Peut-être que tout le monde se demande pourquoi j'ai osé risquer d'offenser la famille milliardaire Dubois pour me lever et exposer tout cela. Les coins de sa bouche se sont retroussés en un sourire profondément significatif. Parce que je ne suis pas seulement un médecin. Je suis aussi un étudiant. Il y a 30 ans, je n'étais qu'un pauvre étudiant en médecine issu d'un quartier populaire. Je ne pouvais même pas me payer mes frais de scolarité dans une grande école. C'est mon mentor qui a utilisé son maigre salaire pour financer mes études, mon école de médecine et mon internat.
Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et le nom de mon mentor est le professeur Thomas Edward. Il est le père de Nathalie. C'était comme si une bombe nucléaire avait explosé dans le cerveau de Clément, vaporisant instantanément tout en un vide blanc. Il a regardé avec une incrédulité absolue le docteur Lambert à l'écran, son corps tremblant si violemment qu'il ne pouvait pas le contrôler. Il se souvenait maintenant. À l'époque, il avait utilisé toutes ses relations à la défense pour engager le meilleur spécialiste de la ville. Il pensait avoir choisi le scalpel le plus affûté. Il n'avait jamais imaginé qu'il avait accidentellement choisi le bouclier le plus impénétrable de Nathalie. Quelle ironie! Quelle blague complète! Sur l'écran, le regard du docteur Lambert semblait percer le temps et l'espace, atterrissant carrément sur Clément, rempli de déception et de mépris. Clément Dubois, vous avez utilisé votre richesse pour essayer de contourner les lois médicales françaises pour nuire à la fille unique de mon mentor. Vous m'avez dit de tuer le petit enfant à naître de mon mentor. Pensiez-vous vraiment que je choisirais de faire ça? Cette question était comme une gifle retentissante, frappant durement Clément au visage. Une douleur brûlante et atroce. Il a ouvert la bouche, voulant s'expliquer, voulant s'excuser, voulant se repentir, mais aucun son n'est sorti. Il sentait son monde s'effondrer pouce par pouce, s'effritant en poussière. À la fin de la vidéo, la scène a soudainement changé. Ce n'était plus le bureau solennel, mais une plage ensoleillée dorée avec des eaux azurées, des vagues déferlantes et des palmiers parfaits. Au centre de cette scène magnifique se trouvait une silhouette bien trop familière pour lui. Son cœur s'est brusquement arrêté de battre. La brillante lumière du soleil sur l'écran était un peu aveuglante. La douce mer Méditerranée léchait le sable doré, se transformant en écume blanche. Des mouettes volaient librement dans le ciel. Sur cette plage, si belle qu'elle semblait d'un autre monde, une femme en robe d'été blanche tenait un bambin. Elle marchait pieds nus lentement sur le sable, le dos à la caméra. Ses longs cheveux étaient soufflés par la brise marine. Sa robe flottait légèrement. Sa silhouette élancée dégageait une douceur et une résilience indescriptibles. C'était Nathalie. Même si ce n'était que son dos, Clément ne se tromperait absolument jamais. Elle était vivante. Elle ne s'était pas effondrée, n'avait pas dépéri, n'était pas devenue folle et n'avait pas fini dans un service psychiatrique après avoir perdu son enfant comme il l'avait imaginé. Elle vivait bien. Si bien que c'était comme un couteau lui poignardant le cœur. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, la Nathalie à l'écran s'est lentement retournée et a souri à la caméra. C'était un sourire radieux, pur, qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il n'y avait pas de tristesse, pas de ressentiment, seulement le calme et la douceur de quelqu'un qui avait été bien traité par le temps. À ce moment, toute la salle de bal a eu un hoquet collectif car les traits du visage du petit garçon ressemblaient exactement à ceux de Clément Dubois. La respiration de Clément s'est complètement arrêtée, comme une statue. Ses yeux étaient collés à l'écran, fixant intensément ce petit visage innocent. Le sang dans ses veines semblait gelé à cet instant. Le bébé, son fils, n'était pas mort. Il était toujours en vie. Cette prise de conscience a explosé comme le tonnerre dans son esprit chaotique. Il a senti la pièce tourner, à peine capable de tenir debout. Puis, sous l'image, une ligne d'écriture élégante est lentement apparue. Il connaissait trop bien cette écriture. C'était l'écriture de Nathalie. Mon fils, merci pour le sacrifice de ton père, te permettant de grandir dans un monde sans mensonges. La photo était signée, Benjamin Lambert, MD. La dernière défense psychologique de Clément s'est complètement effondrée à ce moment. Il a tout compris maintenant. Il a finalement compris que depuis le début, c'était un piège sans faille tendu conjointement par Nathalie et le docteur Lambert pour lui. Il avait personnellement envoyé sa femme à la table d'opération, pensant qu'il contournait la loi pour sacrifier son enfant et sauver sa sauveuse. Mais il ne s'attendait jamais à être le clown le plus pathétique abandonné de tous. Ce qu'il avait perdu n'était pas seulement un enfant. Il avait perdu la femme qui n'avait autrefois Dieu que pour lui, qui était autrefois prête à tout sacrifier pour lui. Il avait perdu la seule chance de rédemption de toute sa vie. Ah! Un cri de désespoir absolu s'est échappé de la gorge de Clément. Incapable de se tenir debout plus longtemps, ses jambes ont cédé et il s'est effondré sur le sol en marbre avec un bruit sourd. Il a tendu la main en vain vers l'écran glacial, comme pour essayer de saisir le rêve qui avait disparu depuis longtemps. Nathalie, mon fils, marmonna-t-il, les larmes coulant à flots, brouillant instantanément sa vision.
Les invités en bas de la scène ont regardé cette scène, trop choqués pour parler. À côté de lui, Olivia Valois s'est complètement effondrée au moment où elle a vu la photo. Impossible, a-t-elle crié hystériquement. Comment ce petit bâtard est-il encore en vie? Il était censé être avorté. Avant qu'elle ne puisse finir, ses parents furieux se sont précipités sur la scène. Éteignez l'écran rapidement, a crié Monsieur Valois au technicien audiovisuel, essayant de sauver une situation déjà irrémédiable. Mais comment les invités indignés pouvaient-ils les laisser obtenir ce qu'ils voulaient? Plusieurs jeunes hommes se sont spontanément avancés pour leur bloquer le passage. Que croyez-vous faire? Laissez tout le monde voir clairement quel genre de fille vicieuse la famille Valois a élevée. Falsifier un cancer, commettre une fraude médicale, comploter pour prendre une vie. Avez-vous le moindre respect pour la loi? La scène a complètement échappé à tout contrôle. Les journalistes de la presse People, comme des requins sentant le sang dans l'eau, ont afflué, entourant Olivia et ses parents. Les flashs des appareils photo crépitaient comme une pluie torrentielle. Mademoiselle Valois, l'enregistrement audio est-il réel? Avez-vous commis une fraude médicale et une escroquerie, ou était-ce juste une arnaque malveillante? Comment expliquez-vous le fait d'avoir piégé la première femme de Monsieur Dubois et son enfant à naître? Les questions pointues poignardaient Olivia comme des couteaux. Vêtue de sa luxueuse robe de mariée blanche, elle avait maintenant l'air aussi pathétique qu'un rat traversant la rue. Elle a crié et bousculé, essayant d'échapper au cauchemar qui se déroulait devant elle. Pendant ce temps, son fiancé, Clément Dubois, est resté agenouillé sur place comme une statue sans âme, complètement englouti par un regret et un désespoir sans fin. Il savait que sa vie était finie à partir de ce moment. Le mariage à plusieurs millions d'euros au Ritz, salué comme le conte de fées le plus romantique de l'année à Paris, s'était terminé de la manière la plus sale et la plus dramatique possible, devenant une blague et un scandale absolu. Le lieu était en plein chaos. Des invités d'élite en colère, des paparazzis frénétiques, des membres de la famille effondrés, tout cela s'entremêlait en un portrait bizarre de l'humanité. La famille Valois, autrefois un nom prestigieux dans l'immobilier parisien, a vu sa réputation détruite du jour au lendemain. Le père d'Olivia, un homme qui accordait plus d'importance à sauver la face qu'à toute autre chose, a subi une crise cardiaque juste devant la foule, écumant de la bouche, et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Sa mère, incapable de supporter le choc, a poussé un cri de désespoir. Quel déshonneur pour notre nom, avant de s'évanouir sur place. L'instigatrice, Olivia Valois, avait complètement perdu la raison. Vêtue de sa robe de mariée déchirée, son maquillage coûteux maculé comme un fantôme, elle était acculée dans un coin de la scène par les journalistes en colère. Un instant, elle criait, ce n'était pas moi. C'est cette Nathalie qui m'a piégée. L'instant d'après, elle était accroupie par terre, se tenant la tête et marmonnant, c'est fini. Tout est fini. Les parents de Clément, M et Madame Dubois, ont également été secoués jusqu'à la moelle par ce tournant soudain et fracassant. Madame Dubois a pointé un doigt tremblant sur Olivia, incapable de prononcer un seul mot jusqu'à ce que ses yeux se révulsent et qu'elle s'évanouisse. Monsieur Dubois a essayé de rester calme, ordonnant à la sécurité de l'hôtel de rétablir l'ordre tout en appelant le 112. L'homme qui avait dominé la défense toute sa vie avait maintenant un visage plein d'humiliation et de fureur. Il savait qu'à partir d'aujourd'hui, Dubois Enterprises deviendrait la plus grande blague de Paris. Et le fils dont il avait été le plus fier, Clément Dubois, était le centre même de cette blague. Dans le chaos, personne n'a remarqué quand Clément s'est éclipsé. Il a disparu de ce billot bruyant mais glacial comme un fantôme silencieux. Il n'a rendu visite à aucun des membres de sa famille qui s'était effondré à cause de cette farce. Il n'est même pas allé à l'hôpital. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule pensée. Une pensée folle qui engloutissait tout le reste. Les trouver. Trouver sa femme et son enfant sur la Côte d'Azur. Il est sorti de l'hôtel en courant comme un fou, sautant dans sa Porsche sans même se changer de ce ridicule smoking blanc. Il a appuyé sur l'accélérateur. La voiture de sport a rugi comme une bête sauvage et s'est éloignée à toute vitesse sur l'avenue Montaigne. Il devait la trouver. Il devait s'expliquer, s'excuser, se repentir. Il devait lui dire qu'il avait eu tort. La voiture a filé sur l'autoroute. Le paysage extérieur s'est brouillé entraîné. Les images de l'écran se rejouaient en boucle dans sa tête. Le sourire heureux de Nathalie. Le visage innocent de l'enfant. Ce bonheur était censé lui appartenir, mais il l'avait repoussé.
Pendant qu'il conduisait, il a composé frénétiquement le numéro de téléphone qu'il avait longtemps oublié dans un coin de sa mémoire. Le numéro de portable de Nathalie. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Veuillez vérifier le numéro et réessayer. La voix froide et automatisée de l'opérateur résonnait à plusieurs reprises dans son oreille. Il a refusé d'abandonner et a commencé à lui envoyer des messages sur e-message. Nathalie, où es-tu? Nathalie, j'ai eu tort. Pourras-tu jamais me pardonner? Nathalie, notre bébé est toujours en vie, n'est-ce pas? S'il te plaît, laisse-moi le voir. Message après message a été envoyé, mais après chaque message, un point d'exclamation rouge criard est apparu. Message non distribué. Vous avez été bloqué par cet utilisateur. Il avait été complètement effacé de son monde. La prise de conscience l'a presque fait s'effondrer. Il a garé la voiture sur le bas-côté de l'autoroute, frappant des poings contre le volant, produisant des bruits sourds. Il a enfoui son visage dans le volant, poussant un rugissement d'agonie et de désespoir comme un animal blessé. Le regret s'enroulait autour de son cœur comme les lianes les plus venimeuses, serrant si fort qu'il ne pouvait plus respirer. Maintenant, il comprenait enfin. Quelle dette de vie, quelle culpabilité. Ce n'était qu'une excuse pour son égoïsme, son ego et sa lâcheté. Il avait été aveuglé par son soi-disant amour de lycée, incapable de voir le vrai trésor juste devant lui jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais dans ce monde, il n'y a pas de remède au regret. Il a assez pleuré, assez crié, puis a levé la tête et essuyé ses larmes. Dans ses yeux, il ne restait qu'une obsession folle. Et alors s'il ne pouvait pas la trouver? Même s'il devait engager une centaine de détectives privés et retourner toute la Côte d'Azur, même s'il perdait chaque euro de son compte en banque, il les trouverait. Il a redémarré la voiture et s'est dirigé à toute vitesse vers l'aéroport Charles de Gaulle. Mais il ne savait pas que sa poursuite était destinée à être un voyage sans fin et sans espoir. La vue nocturne de la côte niçoise était aussi vibrante qu'un tableau. Dans mon appartement avec vue sur l'océan, je me tenais devant les baies vitrées, tenant mon soleil endormi, regardant tranquillement les lumières scintillantes de la ville. La pièce était sombre. Seule la faible lueur des écrans de l'iPad et du MacBook se reflétait sur mon visage calme. Sur l'écran se trouvait la diffusion en direct virale de la farce du mariage qui avait complètement échappé à tout contrôle. J'ai regardé la folie d'Olivia. J'ai regardé Clément s'agenouiller et pleurer de désespoir. J'ai regardé ceux qui étaient autrefois arrogants paniquer pathétiquement alors que la police et les journalistes envahissaient le lieu. Mon cœur n'a pas vacillé. Il n'y avait pas de joie de la vengeance, pas de frisson de régler de vieux comptes. Il n'y avait qu'un sentiment de soulagement et de paix, comme la poussière qui retombe enfin. Ceux qui m'avaient blessé avaient enfin reçu leur juste punition, et je pouvais enfin prendre mon fils et sortir de ce passé sordide. J'ai éteint l'iPad. La pièce a immédiatement sombré dans l'obscurité et le silence. J'ai baissé la tête et j'ai doucement embrassé le petit front chaud d'Adrien. C'est fini, mon doux garçon, ai-je murmuré comme si je lui parlais. Et aussi à moi-même. À partir de maintenant, personne ne pourra plus jamais nous faire de mal. Dans son sommeil, Adrien a fait claquer ses lèvres comme s'il rêvait de quelque chose de délicieux. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, mais une larme chaude a lentement glissé du coin de mon œil. C'était la dernière larme que je verserais pour cette Nathalie stupide, pathétique et profondément amoureuse. À partir de demain, elle serait complètement morte. Seule une nouvelle Nathalie, forte et heureuse, resterait. L'écran de mon iPhone s'est allumé avec un message du docteur Lambert. Tout s'est bien passé. Il a déjà réservé un vol pour la Côte d'Azur, mais je t'ai réservé un billet en première classe pour la Suisse pour demain matin. L'environnement là-bas est meilleur et plus adapté pour qu'Adrien grandisse en paix. Le message se terminait par 4 mots. Ne le revois jamais. J'ai regardé ces 4 mots. Un profond sentiment de paix monta dans mon cœur. Oui. Ne plus jamais le revoir. C'était la punition la plus cruelle, la plus absolue pour lui, pour Clément Dubois. Je voulais qu'il vive le reste de sa vie dans un regret sans fin et une recherche infructueuse. Je voulais qu'il perde définitivement ses droits parentaux. Je voulais qu'il soit témoin du bonheur qu'il avait jeté, brillant de mille feux dans un monde qui n'avait absolument rien à voir avec lui. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une réponse. Merci, docteur Lambert, et s'il vous plaît, remerciez mon père pour moi.
Puis j'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé le numéro de téléphone que j'avais bloqué il y a plus d'1 an. Je l'ai sorti de la liste des numéros bloqués et je l'ai supprimé définitivement. Ayant fait tout cela, j'ai éteint mon téléphone et je l'ai délicatement posé sur la table de chevet. Dehors, c'était la nuit éclatante de la Côte d'Azur. À l'intérieur, il y avait moi et mon monde entier. Tout était si paisible et beau. Au revoir, Clément Dubois. Pas à plus tard.